si tu mérites, tu l'auras. Voilà. Et en fait, ça résume un peu mon parcours professionnel. À chaque fois qu'on m'a donné une chance, dans ma tête, il a été hors de question d'échouer une nouvelle fois. Parce qu'on m'a peu donné de chance dans la musique. Je trouve que c'est pas du tout grave d'être le deuxième choix, voire même le troisième. L'important, c'est de saisir la balle au bon et de faire ses preuves. En tant que CTO, j'estime que je ne peux pas passer à côté des tendances marché des développeurs. Je suis censé piloter des développeurs, il faut que je sache, que je comprenne comment ils vont faire les choses et les aider éventuellement à choisir, sans qu'ils me demandent mon avis. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Sacha Morard, qui est CTO du groupe Le Monde. Merci Sacha d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et bon, alors pour le coup, c'est un peu exagéré de dire invitation parce que pour le coup, c'est presque toi qui m'invites. Je suis dans les locaux du Monde et j'ai presque eu honte. Pourquoi ? D'arriver avec mon matériel. Vous avez des studios, c'est des petits studios podcast. Ouais, non, c'est nickel. Vous êtes paré à toute éventualité s'il y a des sujets à tourner, à enregistrer. Ouais, bah oui, on produit des podcasts et donc non, mais je suis ravi de te recevoir dans ces belles conditions. Normalement, Merci. le son devrait être bon. L'isolation phonique est parfaite dans cette salle. Ouais. Donc, normalement, vous devriez tout entendre. Et bah, c'est un grand plaisir de venir dans les locaux. Et puis ça faisait un an que j'avais essayé de t'inviter, qu'on avait essayé d'échanger, puis ça a mis un petit peu de temps. Donc voilà, c'est un vrai plaisir et on y est. Et moi, j'avais écouté un des épisodes que tu avais fait sur Tech Rocks. Ouais. Et je m'étais dit, ça sera un chouette invité, chouette parcours à relater. Donc voilà, c'est parti. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter quelques grands tournants de ta carrière ? Ouais, bien sûr. Donc, je suis Sacha Morard, j'ai aujourd'hui 41 ans, père de 2 magnifiques garçons de 12 et 10 ans, et époux d'une magnifique femme qui s'appelle Noélie. Et comme activité professionnelle, je suis donc CTO du groupe Le Monde. Plus exactement, le titre en français, c'est directeur des systèmes d'information et technique du groupe Le Monde. Donc, j'ai 2 grands services à piloter. J'ai le service de la DSI, l'informatique traditionnelle, on va dire. Attention, traditionnel, c'est pas péjoratif, mais il faut bien brancher les ordinateurs, leur donner du réseau, du Wi-Fi, s'occuper des serveurs qui sont hébergés dans nos petits data centers en interne, faire de l'informatique de gestion, l'informatique Ça aussi, éditoriale. c'est ta casquette. Oui, c'est une partie de mes responsabilités. S'occuper aussi de la sécurité informatique du groupe, et je peux te garantir que c'est un sacré challenge. Et puis également un deuxième service du coup sous ma responsabilité qui est la direction technique numérique avec les développeurs, product owners, architectes qui construisent les applications mobiles et les sites internet du groupe. Bon, moi, ça fait pas mal de casquettes. Je rebondis des fois dans les orgas, les directions, la partie sécurité est un petit peu à part. Est-ce que c'est évident d'avoir à la fois cette casquette sécurité, à la fois la casquette production, en fait ? En tout cas, c'est pas un problème. Je sais, oui, en fait, je crois comprendre ce que tu veux dire. Dans certaines grandes organisations, la sécurité a un pôle dédié. Exactement, et assez puissant. Et pas être jugé parti ou tu vois. Ouais. Et ça a du sens dans les grandes organisations. Nous, ça pourrait très bien l'être aussi comme ça. C'est pas le cas parce qu'en fait, la partie sécurité est opérée par plusieurs personnes, mais dans différents services. On a quand même un responsable de sécurité, mais qui travaille avec plein d'autres personnes qui sont également responsables de la sécurité de leur propre équipe, leur propre infrastructure. Donc en fait, c'est un truc assez transverse. Et ce serait difficile de le faire différemment dans le groupe parce que la sécurité informatique, comme on parle aussi de journalistes, ça derrière, c'est très lié à la sécurité physique chez nous. Quand un journaliste il subit une tentative de piratage, il n'est absolument pas à exclure que cette tentative devienne un jour une tentative très, très physique en fait. Et c'est déjà arrivé, hein. Il y a des journalistes qui peuvent se faire kidnapper, il y a des journalistes qui peuvent se faire menacer. Et en fait, souvent, on s'aperçoit que les cyber-harceleurs ou les cybercriminels
peuvent très bien passer du côté de l'agression physique. Les mêmes. Enfin, Les mêmes organisations. Ouais, voilà. Il y a Les mêmes des accointances ou des liens Tout à fait. que vous repérez, quoi. Ouais. Ok. Peut-être avant de rentrer un peu dans le détail de ces différentes casquettes et des chantiers qui sont les tiens au groupe Le Monde, est-ce que tu peux revenir sur quelques étapes de ta vie d'avant? Ouais. Alors bon, c'est une histoire que je raconte assez souvent parce Ouais. elle est cocasse, en tout cas elle est originale. Je suis pas du tout nerd à la base. Je suis pas du tout né pour être dans l'informatique. Je suis né dans les Alpes du Sud. J'ai passé toute ma jeunesse jusqu'à 20 ans à faire du ski et de la musique. Rien ne me prédestinait à savoir utiliser un ordinateur et particulièrement programmer, puisque je voulais faire que de la musique de ma vie. Et en fait, quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé de monter sur Paris. Je vais même te le dire avec l'accent, parce qu'à l'époque, c'était monter sur Paris. Donc, on avait décidé avec mon groupe de monter sur Paris pour faire carrière dans la musique. Ce qui s'appelait C'est être ambitieux. chômage, en fait, puisque c'est intermittent du spectacle, tu vois. Donc, alors attention, je dis pas que c'est pas une vie professionnelle. Être intermittent du spectacle, oui, tu touches une allocation chômage, mais néanmoins, tu vis de ta musique. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans. C'était super, particulièrement en studio, un peu en concert aussi. J'ai enregistré beaucoup d'albums, de titres, ça et là, pour différents artistes, et également pour mon groupe. Puis en fait, à un moment donné, il a fallu simplement trouver un autre travail parce que j'arrivais plus à manger. Mon statut d'intermittent, j'arrivais pas à le reboucler. Et me voilà sur le marché du travail à pas trop savoir ce que je pouvais faire. Et en fait... Ça a duré 6 ans? Ouais, ça a duré 6 ans. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'arrivais plus à joindre les deux bouts? Parce que c'est une période quand même assez longue. Tu vivotais, quoi. Mais en fait, c'est terrible ce métier parce que tu peux travailler de façon acharnée et gagner très peu d'argent, avoir très peu de contrats. Tu es soumis vraiment à l'appréciation radicale, soit d'auditeurs, de spectateurs et aussi de producteurs. C'est un milieu assez difficile à ce niveau-là. Quand on est reçu dans un label, qu'on fait écouter ce qui t'a pris quasiment 1 an de travail et qu'en gros on te dit bah non, franchement c'est nul, quoi, ou personne va acheter ce truc, quoi. Bon, ça fait mal à l'ego parce que c'est vraiment passionnel, la musique. C'est peut-être même trop passionnel. Et donc en fait, c'était ça en fait ce qui a fait que j'ai dû changer de métier, c'est que j'arrivais plus à trouver suffisamment de cachets pour reboucler mon statut intermittent. Donc en gros, j'avais plus d'argent, quoi. J'avais simplement plus d'argent. J'étais même dans une petite chambre de bonne au 7e étage sans ascenseur, mais même ça, j'arrivais plus à le payer, quoi. Donc j'ai dû trouver autre chose. Donc j'ai commencé par compter des gens dans le métro. Quoi? Compter des gens dans le métro? Ouais. Je crois qu'on appelle ça enquêteur. Je suis plus sûr, mais... Ouais, c'est en gros... Savoir le débit... Tu t'inscris sur des plateformes d'intérim et puis on t'appelle à des moments, on dit tiens, demain tu es sur la ligne 14 et tu vas compter les gens. C'est pas très intéressant. Et après, voilà, j'ai fait tout ce que... Enfin, j'ai essayé plein de choses. J'ai postulé dans des restaurants rapides. J'ai commencé une mission pour m'occuper de... des mutations des professeurs des écoles au ministère du coup de l'éducation. J'ai tenu une matinée. Et en fait, ouais. Mais parce qu'en fait, j'étais complètement en décalage par rapport à vraiment au marché du travail. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. J'étais dans la musique pendant 6 ans. C'était fou pour moi d'être aussi point à la dèche, en fait, et de devoir trouver vraiment de quoi manger. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, parce que ça m'a fait remettre les pieds sur terre, en fait. Et donc, là, je me suis dit, mais de quoi vraiment tu es capable qui pourrait intéresser les gens, mis à part la musique, puisque c'est bon, tu as essayé pendant 6 ans, ça a échoué. Est-ce que tu as été à des moments à l'impression d'être à 2 doigts, de pouvoir basculer vers... tu visais la célébrité, enfin le succès, entre guillemets, célébrité, ou c'était pas ce que tu recherchais? Tu fais pas ce métier, musicien ou chanteur en l'occurrence, sans avoir cette idée derrière la tête. Évidemment que ça faisait rêver, ça me faisait rêver. Maintenant, avec le recul, je trouve ça complètement stupide d'ailleurs.
Mais Pourquoi? Par rapport à la statistique que ça arrive? Par rapport à la ouais, prépa, à la statistique et puis surtout l'intérêt en fait. Il y a aucun intérêt d'être célèbre, aucun. Aucun, je veux vraiment pas. À la limite, être reconnu pour ton travail, c'est bien plus gratifiant que d'être célèbre pour pas grand-chose. Euh, Bon, et donc voilà, à ce moment-là, je me suis focalisé sur mes compétences. Et comme en tant que musicien, producteur, j'avais un petit label, j'organisais beaucoup d'enregistrements de disques, etc. euh, J'avais fait du graphisme, j'avais fait un peu de web design, un peu. Et donc du coup, je me suis dit, bon, le seul truc que tu sais bien faire, c'est du Photoshop à la limite. Donc je me suis fait embaucher dans une boîte qui était un opérateur hébergeur, qui existe toujours, qui s'appelle BSO Network, avec des fondateurs qui avaient mon âge, hyper, hyper intelligents, hyper sympas. Et en fait, quand ils m'ont vu, ils ont dit, bon, bah écoute, ouais, ok, tu peux devenir designer chez nous. Et d'ailleurs, je dois dire que j'étais pas leur premier choix. Ils avaient choisi quelqu'un d'autre, et ça, je l'ai su quelques années après. Et finalement, cette personne a refusé, et en fait, ça a été ma chance. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas du tout grave d'être le deuxième choix, voire même le troisième. L'important, c'est de saisir la balle au bon et de faire ses preuves. Bah, tu sais quoi, c'est marrant parce que j'en parlais hier avec quelqu'un euh, qui me disait, bah, quand j'étais embauché, j'ai vu 2 ans plus tard dans mon dossier de recrutement écrit choix numéro 2. Ouais. Bon, ça l'a pas dérangé non plus. Euh, Mais mais, non, au contraire. mais bon, ça lui a fait quand même bizarre de voir ça dans le dossier de recrutement. Ouais, mais oui, mais à l'époque, je pense que s'il me l'avait dit, ça m'aurait peut-être un petit peu frustré, mais quoique j'étais pas à quelques échecs près, je pense que j'aurais survécu aussi. Et donc voilà, donc je suis devenu designer pour cette marque. Et puis, comme j'étais au contact d'ingénieurs système et réseau, de développeurs, je travaillais finalement pour eux, hein, je présentais leur travail pour aller convaincre des clients. Et bien en fait, ce monde m'a intéressé. J'avais mon frangin par ailleurs qui s'était aussi lancé dans le développement informatique. Et puis finalement, j'ai demandé à mes patrons, moi je voudrais bien devenir développeur. Voilà. Moi, c'était une idée que j'avais. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, bah ouais, enfin, tu sais développer? Je dis non, mais je vais apprendre. Et puis bon, après je pourrais comprendre que vous me disiez non, mais si vous me dites non, j'irai le faire ailleurs, c'est pas très grave. Ils m'ont dit, bah écoute, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, tu fais les tests de dev et qu'on fait passer à n'importe quel candidat. Et puis, si ça le fait, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas, quoi. Parce qu'ils avaient besoin de développeurs. Et bah, j'ai travaillé. Et ouais, c'était pas un faux ultimatum, quoi. Tu serais parti, quoi. Oui, oui, oui. T'aurais tenté ta chance Ah oui, oui. autrement, ailleurs. J'avais pas grand-chose à perdre, hein. Ouais, ok. Ouais, ouais. Non, non, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Et ils t'ont Et d'ailleurs, donné je pense ta que chance. c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont dit, bon, bah, de toute manière, on s'appréciait, mais bon, j'étais pas non plus un élément central de l'organisation, tu vois. Mais ils m'ont donné cette chance parce qu'en fait, c'était des gens très, très ouverts. C'est des gens très ouverts en fait, des vrais patrons, quoi. Tu vois. On dit, ok, ben, en fait, montre-nous de quoi tu es capable. Et puis, il n'y a aucune raison, en fait, qu'on te ferme la porte parce que si tu mérites, ben, tu l'auras. Voilà. Et en fait, ça résume un peu mon parcours professionnel. À chaque fois qu'on m'a donné une chance, dans ma tête, il a été hors de question d'échouer une nouvelle fois. Parce qu'on m'a peu donné de chance dans la musique, très peu. Il fallait toujours aller chercher le truc soi-même, ou construire, ou d'ailleurs produire soi-même pour réussir à être sur scène. Combien de fois j'ai perdu de l'argent dans les soirées que je produisais parce qu'il n'y avait pas de personne en face, mais parce qu'il n'y avait pas de producteur non plus pour me financer. Ben là, cette fois, c'était autre chose en fait. Des gens pouvaient me faire confiance, et là, il était hors de question que je les déçoive. Donc j'ai appris très vite et vraiment de façon intense le code. En l'occurrence, c'était du PHP. Et je suis devenu développeur comme ça. Et là, en fait, ma vie s'est transformée. Déjà, je suis tombé en amour pour la programmation informatique. J'ai découvert dans la programmation finalement quelque chose qui est très ressemblant à la composition ou à l'arrangement. Tu peux écrire une chanson comme tu écris du code et inversement. Et en fait, c'est un processus créatif. Donc, je me suis vraiment mis là-dedans. J'ai adoré ça. Et j'ai bouffé du code pendant des années. Pas trop même d'ailleurs. Vraiment pendant 2 ans, j'ai appris énormément en fait.
Puis après, c'est allé très vite finalement, parce que je pense que j'ai pu rattraper mon retard en matière de compétences. Et puis, je suis parti de cette boîte-là. J'ai atterri comme développeur dans une agence, où là, pardonnez-moi l'expression, mais vous la connaissez déjà, j'ai pissé du code pendant 12 mois. Je suis resté 12 mois chez eux. Je sais pas combien de sites j'ai sorti, mais j'en ai sorti plein, quoi. Ça avait l'air moins poétique. Mais ça l'était peut-être un petit peu moins, mais néanmoins, ça forme très, très bien. Voilà, j'ai appris énormément, parce qu'il fallait faire vite et faire bien. Ah, c'était du quick et pas dirty, quoi. Du quick win. Bah ouais, parce que si c'est dirty, le client, à un moment donné, il te tape dessus. Donc, non, fallait faire bien. Et après, bon, ça me plaisait pas trop non plus, ce rythme-là, et faire... Et puis changer de sujet toutes les Ouais. 2-3 semaines. C'est Oui, voilà. très rapide. Voilà, c'est ça. Moi, je suis aussi un passionné des marques, en fait, du produit, d'une identité. Là, tu étais sur des trucs un peu événementiels, des sites événementiels, un peu jetables de temps en temps. Il y avait tout. Il y avait aussi bien du e-commerce que, en effet, des landing pages, que des newsletters, que pour plein de marques différentes qui font des choses complètement différentes, aussi bien de la voiture que de la fringue, que du sport, que plein de trucs. Voilà. Okay. Mais pour le coup, j'ai appris énormément, et ce qui m'a permis derrière d'avoir un job de développeur au Parisien, c'est là où j'ai connu les médias. Finalement, je suis rentré au Parisien en 2012. Comment tu t'es formé ? Sur le site du Zéro. Site du Zéro. Qui s'appelle Open Classrooms aujourd'hui. Ouais, je salue. On salue Nicolas Guérin, que j'ai reçu sur le podcast. Salut Romain aussi, Cusignac, qui est le CTO. Les deux que j'apprécie beaucoup. Ok. Donc site du Zéro, Open Classroom, d'autres sources d'informations, de formation, de... Ouais, bon, après, de toute manière, j'avais déjà une bible PHP à l'époque, écrite par Cyril Pierre de Geyer, que j'ai bouffé. Et puis, beaucoup de symphonies à l'époque. Je faisais beaucoup de symphonies, donc là, toute la doc de symphonie, je l'ai poncée dans tous les sens. Tu te l'es bouffé aussi, quoi. Ouais, les tutos, partout. Puis après, en fait, c'est marrant, parce que quand tu es jeune développeur, tu focalises sur une techno en particulier. Tu apprends un truc jusqu'au bout, tu deviens très bon dans ce truc-là, et finalement pas très bon sur tout le reste. Mais au moins, tu peux être engagé pour faire ce pourquoi tu es bon. C'est déjà au moins une première étape. Puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup plus de choses, à l'infra, au DB... au HTTP. Le HTTP, c'est quand même la base. Il faudrait quand même apprendre ça avant tout le reste, surtout dans nos métiers de développeur au web. Et donc voilà, maintenant, je m'autorise à apprendre encore plein d'autres langages. Je me suis mis au Go il y a 3 ans. Je suis absolument un fan de Go. Je fais du Rust un petit peu maintenant. Enfin, voilà, du coup... Ah ouais, tu ponces pas mal de langages, quoi. Non, enfin, je prétends pas être... Non, mais disons qu'à un moment donné, quand tu as compris... Les mécaniques. La mécanique, finalement, un langage peut être finalement une barrière. Il y a d'autres pays avec d'autres langages. Il faut savoir voyager beaucoup plus que simplement dans le pays dans lequel tu as l'habitude de voyager. Et moi, ça me fascine. Tu codes encore à titre personnel, du coup, ou également oui. tu te réserves des petites features ici aussi? Alors, majoritairement à titre personnel, enfin sur des side projects qui concernent le monde, pour faire de la veille aussi énormément. Je peux travailler 4-5 heures d'affilée pour essayer un nouveau framework qui vient de sortir. Récemment, par exemple, Next, tu vois. Next, je connaissais pas Next, je voulais le connaître, donc je passais quelques heures dessus, tu vois. En tant que CTO, j'estime que je ne peux pas passer à côté des tendances marché des développeurs. Je suis censé piloter des développeurs, il faut que je sache, que je comprenne comment ils vont faire les choses et les aider éventuellement à choisir quand ils me demandent mon avis. Avoir une petite opinion du répondant, oui, effectivement, c'est important pour toi, quoi. Ouais, pour moi, c'est important. Je dis pas que c'est important pour le poste de CTO, mais pour moi, c'est important. Ouais. Et ça te plaît? Ah bah oui, non mais bien sûr que ça me plaît. Déjà, j'ai atterri dans la programmation parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis tombé en amour de la programmation. Il est hors de question qu'on me brise ce truc, tu vois. Non mais c'est pas parce que je suis CEO que je dois arrêter de coder. Si j'ai envie de coder, je code. Et si j'ai plus envie de coder, je code plus.
Voilà. Mais en l'occurrence, oui, je continue à développer sur des side projects. De temps en temps, ça m'arrive de faire quelques reviews de PR de mes équipes, parce qu'on est sur un sujet très particulier. Ils savent que je connais. Dans ce cas-là, ils vont me pinguer. Ça peut aussi m'arriver de faire, de mettre les mains en prod, parce que, je te dis un truc bête, mais il y a 2 mois, on a subi des attaques assez intenses sur un des titres du groupe, des attaques DDoS. Et c'est un sujet que je connais plutôt bien maintenant. Et donc j'ai un peu mis la main à la pâte avec l'équipe, tu vois. Donc là, ça peut m'arriver, tu vois, d'intervenir parce qu'on est dans une situation un peu compliquée. Après, j'essaie de pas être sur le chemin critique parce que c'est pas mon boulot de produire, mais je peux pas nier que de temps en temps, ça arrive. Voilà, ça peut arriver. Très rarement, mais ça peut arriver. Ok. Voilà. Et donc j'étais en train de Je t'ai coupé en fait. Mais, non, Ouais, mais effectivement. ça veut dire que voilà, c'est fluide. J'étais arrivé au Parisien. Je reprends l'histoire. En tant que développeur. Et alors là, j'ai découvert le monde fantastique du site média à forte charge. Impressionnant, la première fois qu'on vit ce truc-là, parce que c'est pas rien, quoi. Les serveurs s'en prennent vraiment plein la tête. Et surtout, il y a des problématiques très très spécifiques. Et C'est quoi les ordres d'idées de connexion simultanée, nombre de requêtes je peux te donner des exemples sur ce qu'on vit sur le monde. En temps réel, là, à l'heure où je te parle, il doit y avoir à peu près 60 000 personnes sur le site web. Voilà. D'accord. 60 000 personnes. S'il se passe un truc là dans la soirée, par exemple l'incendie de Notre-Dame, on va monter à 120 000 en 5 minutes. Ok. Voilà. Ça dépend comment est fait ton site. Il peut rien se passer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème, ça va tenir. Mais si, comme nous, tu as décidé d'avoir un site dynamique, c'est-à-dire que c'est tes serveurs qui répondent toutes les pages à chaque utilisateur, tu as intérêt d'avoir une architecture robuste. Voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment plu, notamment quand je suis arrivé au Parisien, c'est de comprendre et de maîtriser ce type d'infrastructure et de problématique. Si bien que je me suis vraiment donné pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, ils m'ont proposé de devenir responsable technique. Enfin, j'avais pas le terme CTO, mais j'étais CTO en gros de toute l'activité numérique. Et j'ai appris ce qu'était ce métier. Hyper intéressant. Commencer vraiment à monter en compétences dans le management, dans les choix d'architecture, aussi un petit peu de donner quelques feedbacks aux directeurs pour avoir des orientations stratégiques, techniques intéressantes pour la boîte. Voilà, ça m'a vraiment fasciné. Et au bout de 3 ans, j'ai décidé de partir pour monter mon entreprise. Et alors, du coup, petite question, parce que tu disais, ouais, le code, je suis tombé en amour, une passion, quoi. Et là, au Parisien, tu bascules vers des fonctions à responsabilité, choix, management. Ouais. Du coup, tu délaisses un peu le code dans ton quotidien. C'est quelque chose qui te... Pas vraiment à cette époque. Non. Non, pas vraiment à cette époque. Non, parce qu'en fait, pendant 6 mois, j'avais énormément développé et puis et j'avais pas encore vraiment conscience de toutes les responsabilités qui sont sur les épaules d'un CTO, en l'occurrence. Donc j'étais un jeune CTO, encore fougueux, et je codais encore beaucoup, et même beaucoup trop, puisque pour le coup, je déléguais pas beaucoup. En fait, j'avais une équipe avec moi, qui n'était pas très grande, il devait y avoir peut-être une quinzaine de personnes. Donc finalement, c'était un peu semblable à un CTO de start-up qui commence un petit peu à pouvoir recruter et qui n'a pas tout de suite le luxe de pouvoir s'enlever les mains du clavier, quoi. Voilà, j'étais un peu dans ce stade-là. Ok. À l'époque, c'était pas une envie de ta part de sortir plus vite que ça de la partie code, justement? Non, en fait, je n'ai même pas réfléchi. Non, très franchement, je réfléchis même pas à ça. Ok. Non, parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, j'estimais que c'est parce que j'étais pas trop mauvais développeur qu'on m'avait donné des responsabilités. Parce que probablement que j'étais pas complètement renfermé, que je savais dialoguer, communiquer, et que, mais en tout cas, c'est aussi parce que je savais pas trop mal développer. Et naïvement, je me dis, on me demande pas d'être manager et du coup de pas développer. Enfin, j'avais pas trop cette notion-là, quoi. Ok. Et tu parlais des perfs sur le Parisien. À l'époque, j'imagine du coup un sujet, des optimes. C'était quoi les
les tips de l'époque, les manières de faire pour optimiser les perfs? Ouais, c'est marrant parce qu'elles ont bien changé depuis le HTTP2, mais à l'époque, on était sur des domaines cookieless. On était sur de l'image compressée à bloc. Après, il y a des stratégies qu'on utilise encore aujourd'hui. Le moins de JavaScript possible, en tout cas, le moins de JavaScript gourmand possible, le moins de fonte possible. On n'était encore pas très très bon sur la mesure. À l'époque, on parlait vraiment de temps de chargement de page, donc c'était vraiment le temps de load, quoi. Le DOM loaded, en fait, au moment où le DOM est complètement loaded, ce qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Le speed index n'existait pas, mais néanmoins, ça a été un sujet très important pour moi et assez rapidement. Ce qui fait qu'on a commencé des chantiers d'optimisation du site du Parisien, et ce qui nous a mis en position de force vis-à-vis de la concurrence, d'ailleurs. Parce que c'était pas encore un sujet primordial pour les médias. Je pense pas. Voilà. Enfin, il y avait tout un tas de techniques. Aujourd'hui, c'est quoi l'impact des mauvais temps de réponse dans les médias, sur des sites comme Le Parisien, Le Monde? J'imagine vous le monitorez, quoi, quand des fois il y a eu 2 secondes de latence. Bon, ça doit pas arriver souvent, mais quand il y a 2-3 secondes de latence, vous perdez des gens ou il y a... Ouais, alors c'est vrai que ça arrive plus très souvent, donc j'aurais du mal à répondre factuellement à cette question, mais probablement que tu as déjà entendu parler de cette étude. Je crois que c'était eBay qui avait sorti ce truc-là, qui à chaque seconde de temps de chargement gagné, c'est du chiffre d'affaires en plus que tu gagnes. Surtout quand tu es dans le e-commerce, c'est très parlant parce qu'en fait, plus tu ralentis l'expérience de l'utilisateur, au moins elle arrive jusqu'à la conversion. Sur ton tunnel d'achat, ouais, voilà. ça paume du monde, ouais. C'est évident. Aujourd'hui, pour faire de la web perf suffisante, c'est beaucoup moins compliqué qu'à l'époque. Notamment parce que les devices sont plus puissants. Et aussi parce que on a tout un tas de frameworks qui savent déjà pas trop mal optimiser ce genre de choses. Mais néanmoins, moi je le sais, parce que je le vois dans les chiffres, si tu as une bonne web perf, l'utilisateur est beaucoup moins frustré, il va à aucun moment se sentir, en tout cas avoir envie de se barrer, quoi. Parce que son expérience, elle est agréable, tout simplement. Ouais, si tu as une bonne expérience, pas la peine de télécharger l'autre application de l'autre journal, quoi. Bah, évidemment. Et aujourd'hui, justement, au monde, quand tu disais les stratégies, c'est beaucoup plus simple. C'est à base d'infra cloud, AWS, autres systèmes de cloud systèmes de cache. Comment vous faites justement pour adresser cette problématique? Alors, un petit fast-forward là, du coup. Ouais, ok. Donc moi, je suis arrivé en responsabilité en 2018 au groupe Le Monde, 1er janvier 2018. Un de mes premiers chantiers a été de m'occuper de la refonte du site, qui n'avait pas bougé depuis 2012, dont la web perf n'était pas génial. Et du coup, on avait des grosses ambitions sur l'abonnement numérique. On faisait aussi bien sûr de la publicité en ligne. Et pour atteindre nos objectifs en termes d'abonnement numérique, il fallait vraiment que l'expérience de lecture, l'expérience utilisateur soit meilleure que ce qu'elle était jusqu'alors. Que les pages se chargent rapidement, que les contenus soient lus jusqu'au bout, que le tunnel de commande, le tunnel d'abonnement soit efficace. Type quelque chose, que le contenu soit lu ou pas lu jusqu'au bout? Bah ouais, bien sûr. Enfin, ce que je veux dire, c'est... si déjà la page met 4 secondes à arriver dans ton navigateur, je peux te garantir qu'il y en a pas mal qui vont partir avant de lire le truc. Ok, mais si elle s'est chargée au démarrage, que l'utilisateur n'aille pas jusqu'au bout de l'article, est-ce que c'est un... Ouais, là, c'est plutôt une question du X. En fait, moi, j'appelle ça l'écrin. Moi, je travaille pour mon premier client, c'est les journalistes, c'est la rédaction. Je dois faire en sorte que leur travail soit présenté dans un écrin le plus joli possible. C'est quand même plus sympa quand tu as quelque chose qui est agréable tout autour du contenu, quand tu lis ton contenu, qui n'est pas quelque chose qui te perturbe, que ce soit fluide, que quand tu cliques sur un bouton, ça se passe comme tu l'entends. C'est ça l'écrin pour moi. Et donc, il faut que ça se charge correctement. Si tu as un pic de charge, il faut que les gens puissent s'informer à ce moment-là. Mais en fait, ça paraît tout bête, mais quand tu as
un événement dramatique qui se passe et que tu as la moitié de la France qui vient sur ton site pour s'informer, c'est un besoin à ce moment-là. C'est pas de la flânerie virtuelle, tu vois. Moi, mon devoir, c'est que le site il tienne à ce moment-là. S'il tient pas, j'ai failli. Et donc, ça fait partie de l'écrin. Et c'est pas si facile, en fait, quand tu as des pics d'audience aussi violents que ce qu'on peut vivre. Et en 2018, on a décidé de partir sur un site dynamique. Parce que jusqu'alors, la majeure partie des sites médias étaient faits sur des infrastructures statiques. C'est-à-dire que tu as du CDN en face, des serveurs de cache. Tu as des pages HTML. Tu as des pages HTML qui sont cachées pour tous les utilisateurs. Et c'est pas tes serveurs qui répondent ces pages, c'est le CDN. Et lui, il a une infrastructure très très robuste. Donc du coup, il survit à n'importe quel type de charge. Voilà. Je résume parce que c'est un peu plus compliqué que ça en vrai, mais voilà. Mais sauf que le problème avec ça, c'est que tu as servi la même page à tout le monde pendant 2 minutes, par exemple. Tu vois. Donc tu n'es pas capable de personnaliser l'expérience, déjà rien que d'adapter les droits, enfin d'adapter l'expérience en fonction des droits de ton abonné, c'est déjà plus compliqué. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses un site dynamique, un statique, ça dépend du cookie, tu vas te diriger vers l'un, vers l'autre. Ou alors tu vas faire beaucoup de JavaScript pour dire, bah là, ce bloc-là, je l'enlève parce que c'est un abonné, je veux pas lui afficher tel truc, machin, etc. Tu veux dire que quand tu es sur l'appli mobile, par exemple, et que tu es abonné ou tu n'es pas abonné, tu parles du cas où tu as des articles qui sont à moitié disponibles ou complètement disponibles selon que tu sois abonné ou pas, en fait. Ouais, exactement. Par exemple, la sécurité des contenus, ça tient à ça. Tu n'es pas abonné, tu ne dois pas pouvoir lire le contenu qui est réservé aux abonnés. Et donc ça nécessite du coup de passer sur un site. C'est pas obligatoire, mais si tu le fais pas, si on avait continué cette stratégie d'avoir un site statique, donc c'est le CDN qui va cracher la page HTML, et ensuite ça va être un bout de JavaScript qui va décider si oui ou non l'article est en entier ou pas, en fonction de tes droits. Ouais. Ben, potentiellement, ça veut dire que si tu sais un petit peu hacker le truc, tu sauras lire l'article en entier. D'accord, ok. Voilà. Alors qu'avec un site dynamique, bon, c'est un peu plus compliqué. Là, encore une fois, je résume parce que c'est un peu plus compliqué que ça et que éventuellement, tu peux le faire correctement, même avec du JavaScript, et que ton contenu soit sécurisé. Certes, mais sauf que t'empiles les couches de complexité, et c'est un truc sur lequel je lutte tout le temps, la complexité. Le développeur doit avoir le pouvoir indépendant de choisir comment il affiche une page ou pas. Il a ni besoin des DevOps, il a ni besoin d'un autre architecte ou quoi que ce soit. Il n'a pas besoin que quelqu'un puisse aller modifier la configuration du varnish ou peu importe. Il doit être autonome là-dessus. Et donc, pour ça, il faut un site dynamique. En fait, il n'y a rien de dingue. Hein. C'est ce que tous les grands sites du monde font. Ils ont des sites dynamiques. Amazon, Facebook, tous ces grands sites. Mais sauf que, traditionnellement, les médias, à cause de ces pics de charge, ont utilisé des CDN pour cacher les pages HTML. Et je me suis dit, en fait, on va arrêter ça. Comme ça, on va faire de la vraie perso côté serveur. On va pouvoir mettre en place des stratégies qui vont nous permettre d'aller toucher notre but d'abonnement numérique, de faire croître les abonnés numériques. Et quand j'ai annoncé ce projet à mes équipes à l'époque, j'ai eu quelques réticences parce qu'ils étaient très habitués à le faire de la manière standard. Et ils pensaient qu'en fait le site allait tout simplement pas tenir. Voilà, on est maintenant en 2023. Le site tient malgré les pics de charge et tout simplement parce qu'en fait c'est une stratégie simple qui est de tout optimiser, faire en sorte que le site ait une bonne web performance côté navigateur, mais aussi une très bonne performance côté back-end. Donc c'est-à-dire que la page se charge, en fait, est générée par le serveur très vite parce que tout est optimisé. Tu utilises le bon langage avec le bon framework. Il n'y a pas une requête qui n'est pas passée à la trappe de l'optimisation. Bien sûr, tu as une stratégie de cache côté serveur. Nous, on fait beaucoup de Redis. Bon, voilà quoi, finalement, il n'y a rien de dingue. La majeure partie des développeurs, d'ailleurs juniors, apprennent comme ça. Et après, quand on commence à travailler sur des sites à forte charge, souvent on utilise du CDN. Bon, voilà. En fait, on peut faire un peu les deux. Et pour le scaling ou l'auto-scaling, justement, sur les gros pics de charge, du cloud aussi Ouais, bien sûr. Ça tiendrait pas sans ça, en fait. Il faut un hyperscaler. Parce que si tu as un pic de charge sur ton infrastructure, tu n'as pas besoin de 3 serveurs, tu vas avoir besoin de 100 peut-être à allumer tout de suite. Donc, faut que ça s'allume très vite. Et ça, il n'y a que les infra-cloud qui te permettent vraiment de le faire.
Ok. Aujourd'hui, vous, ces stratégies AWS, vous avez choisi un Ouais. multi-cloud ou Alors, on est multi-cloud parce qu'on utilise tous les cloud providers, en fait. On utilise, D'accord, ok. enfin tous, tous les principaux, on va dire. On utilise aussi bien AWS que Google Cloud qu'Azure. Et franchement, on est content d'utiliser les trois parce que, j'aurais pas dire ça, peut-être qu'ils vont mal le prendre, mais ils sont assez complémentaires en fait. Ils sont assez complémentaires. En matière de sécurité, ça peut d'ailleurs, ça a du sens finalement. On met pas tous les deux dans le même panier. Et puis si jamais il y a un truc qui fait défaillance à un endroit, ce qui arrive très très rarement, mais de temps en temps ça peut arriver, bah, tu peux basculer vers un autre cloud provider. Voilà. C'est un peu plus complexe à maintenir, mais finalement si tu as la bonne industrialisation, ça se fait bien. Ok. Ok. Moi, je reviens par curiosité sur un truc que tu as dit, parce que je suis un peu utilisateur de l'appli mobile, notamment. Ouais. Tu parlais de personnalisation. Typiquement, quand moi j'ouvre mon appli, j'ai pas forcément le même. On me propose pas forcément dans le même ordre, le même contenu, les mêmes articles. Enfin, Non, quand je parle de personnaliser. personnalisation, c'est pas de la personnalisation qui est liée à l'éditorial. C'est D'accord. hyper important. L'éditorial, et le journaliste, c'est une mission très spécifique. Tu fais de la curation, tu fais de la proposition de contenu, tu informer. C'est pas laisser obligatoirement un algorithme le faire à ta place. Donc il n'y a pas de personnalisation sur la liste des contenus que la rédaction te propose. Et pas l'ordre non plus, du coup. Non plus, pas l'ordre. Ok. En fait, s'il devait y avoir des choses qui peuvent apparaître un petit peu différemment en fonction de la journée, c'est parce que la rédaction aura décidé que l'ordre est aléatoire sur une certaine zone, par exemple. D'accord, Voilà. ok. En fait, ça, c'est pas de l'algorithmie, hein, c'est Oui. de la statistique basique. Par contre, on a quelques zones de recirculation, donc qui ne font pas partie du cadre principal, là où il y a le contenu, qui, là, ont une vocation à la conversion, à la rétention. Et là, c'est des endroits où on peut utiliser de l'algorithmique, en l'occurrence du machine learning, pour te recommander des contenus. Ça, bien sûr, il y a quelques zones. Mais déjà, il n'y en a pas énormément. Mais c'est important pour nous parce que autant tu peux lire l'article, il n'y a pas de problème. La rédaction va te recommander des articles à lire à l'intérieur de cet article-là, des lire aussi, par exemple. Une fois que tu auras terminé de la lecture de ton article, si tu veux vraiment lire d'autres, tu as une zone tout en bas de la page, par exemple, ou quand tu es sur desktop, sur la colonne de droite, où éventuellement on va pouvoir s'adapter en fonction... ce que toi tu lis. Alors, pas obligatoirement en fonction de ce que toi tu lis. On a fait des tests sur vraiment le comportemental. Et en fait, on n'est vraiment pas sûr que ça fonctionne bien et on est beaucoup plus à l'aise à faire du contextuel mais poussé. Et ça a plus de sens d'ailleurs pour un journal de faire du contextuel. Et donc nos algos se basent beaucoup sur le contextuel. Par exemple, tu lis un article qui parle d'un certain sujet, la guerre en Ukraine. Peut-être que tu n'as pas envie de lire que des sujets sur la guerre en Ukraine, on est d'accord ? Oui. Voilà. Mais par contre, le contexte dans lequel tu lis cet article est important. Le contexte dans lequel toi tu lis cet article, et les autres utilisateurs aussi lisent cet article. On a une zone de rectification qui s'appelle le Top Next, qui est hyper intéressant parce que on va regarder les articles qui ont été le plus lus après l'article que tu es en train de lire. Voilà. D'accord. Ordonné sur différents points, ça peut être ordonné par conversion, ordonné par page vue, ordonné par taux de lecture. Puis on peut aussi pondérer tout ça avec des critères éditoriaux, en fonction par exemple des positions de la homepage. Donc ça c'est vraiment une curation éditoriale. Tu vois, et c'est ce qui est fantastique avec mon travail, c'est que je sors un peu des chemins traditionnels de la data, tu vois, de la data science que tu peux trouver dans le retail, où vraiment on va laisser les algos beaucoup décider, hyper data driven. C'est hyper intéressant de le faire comme ça, mais il y a une mission qui est différente pour un journal. Et donc on doit discuter avec les membres de la rédaction pour savoir si les algos sont cohérents et comment on doit les adapter pour que ça rentre dans la manière de travailler du journal, dans l'éthique du journal. D'accord. Bah là, on est passé sur un sujet assez data, du coup. Ça a fait partie de tes chantiers, du coup ? Ouais, tout à fait. Enfin, il y avait une équipe data quand tu es arrivé ? Non, il n'y en avait pas, mais je l'ai constituée. On faisait beaucoup de data déjà avant que j'arrive.
mais surtout pour analyser l'audience, pour faire des prédictions, pour faire aussi un petit peu de publicité, mais pas vraiment pour collecter de la donnée first party, pour faire de la data science, comme moi j'appelle ça la data science, quoi. Et donc du coup, j'ai créé une équipe data avec des data engineers, data scientists. On a commencé à collecter de la donnée nous-mêmes, qu'on a mis dans un data lake, ça vous connaissez par cœur, et on a commencé à l'activer nous-mêmes en fait. L'idée, c'était de ne pas passer par un third party pour faire de la recommandation, pour faire du retargeting panier abandonniste sur nos propres contenus, sur nos propres plateformes, de faire, je sais pas moi, de la relance carte bleue expirée, tout ce genre de choses, qui est hyper important en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a créé l'équipe data et qui aujourd'hui travaille pour l'ensemble des titres du groupe. D'accord. Et aujourd'hui, la taille de l'équipe data, c'est. J'imagine, t'as pas dû trop batailler pour convaincre de monter une équipe data et donner des exemples de. T'as dû apporter des use cases pour le proposer Ouais, j'ai dû apporter quand même des use cases parce qu'en fait, c'était compliqué à cette époque-là parce qu'il y avait plusieurs personnes dont leur mission, leur fonction, c'était quand même de travailler de la donnée. La majeure partie s'appuie sur des outils tiers pour le faire. Et j'ai quand même dû bien expliquer que j'allais pas marcher sur leur plate-bande en construisant une équipe data. Et que là, tout de suite, c'était pas, en fait, c'était vraiment un sujet séparé. Et que peut-être à terme, on allait pouvoir discuter de convergence. Quand tu parles d'outils tiers sur le sujet, on parle de quels outils Il y en avait plein, mais ça peut être des outils de collecte de données analytics comme Amplitude, comme Piano, comme AT Internet à l'époque. Il y en a plein. On a toujours utilisé plein d'outils en fait. D'accord, ok. Et donc Et alors du coup, convergence ou pas ? Maintenant, je pourrais pas dire convergence, mais plutôt synergie forte. L'équipe de data science, elle s'est vraiment perfectionnée. On a commencé à sortir des algos de reco qui fonctionnent en fait, ouais, qui fonctionnent bien, qui montrent des résultats. Et donc, d'ailleurs, cette année, on a décidé que la data analyst qui était plutôt côté audience, qui vraiment s'occupait d'analyser les chiffres collectés dans un outil third party, allait travailler de façon beaucoup plus proche avec l'équipe data. Ça fait sens. Et elle continue de faire le travail qu'elle doit faire, mais en fait, il y a une synergie forte entre les deux maintenant. Ok. C'est vachement bien. Pari gagné. Enfin, je sais pas si c'était pas un pari, mais, non, c'était pas en un tous pari, les cas, mais... c'est cool de créer la synergie, quoi. Ouais. Non, j'ai pas du tout l'impression, en tout cas, d'avoir fait le mauvais choix, parce que pour le coup, avoir sa propre data lake first party, maintenant, enfin, tout le monde le fait, quoi. Ouais. Ok. Je t'ai un peu amené à faire un fast forward. T'étais sur le point de me parler d'une expérience entrepreneuriale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Putain, les auditeurs, ils vont se dire, mais ils parlent dans tous les sens. C'est n'importe quoi. C'est de là aujourd'hui. On est comme à la maison, ça va, on discute entre nous, hein, ça va. Exactement. Ouais, une aventure d'entrepreneur qui a duré 3 ans. Avec mon frère, on a décidé de monter une entreprise pour faire un produit qui s'appelle Nonly, qui existe toujours, qui est un outil pour poster sur les réseaux sociaux. Un super outil d'ailleurs qui est utilisé par beaucoup de médias français. C'est une idée que tu as eue, c'est une idée qui est née de ton passage au Parisien avant, du coup ? Oui, bien sûr, puisque alors il n'était pas tout à fait comme ça à l'époque. J'avais aussi l'idée de mettre un truc publicitaire au milieu. Bon bref, voilà, ça a été abandonné à juste titre, c'est bien normal. Mais oui, en tout cas, je m'étais nourri de cette expérience au Parisien, pour voir un truc. À l'époque, j'avais constaté que le temps de chargement était un vrai problème pour les médias. On y revient. Voilà, on y revient. Et que du coup, quand tu étais sur Facebook, parce qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup Facebook, que tu étais abonné à une page et que tu cliquais sur un post qui t'emmenait sur un lien, pendant 3-4 secondes, comme tu étais sur le navigateur de Facebook, là, ça pouvait se charger très lentement. Tu avais une page blanche, en fait, qui t'embêtait un peu. Et donc, l'idée, c'était
proposer au community manager un outil pour poster différents liens sur les réseaux sociaux, mais d'avoir ces liens qui accélèrent le temps de chargement des pages. Ce qui maintenant, d'ailleurs, est beaucoup moins problématique, puisque chaque média optimise le temps de chargement des pages, et donc on a beaucoup moins cette page blanche qui vient nous embêter. Mais à l'époque, c'était un vrai sujet. Et donc voilà, je suis parti sur cette idée avec mon frangin, et on a créé la boîte, puis on a créé le produit. Voilà. Et une petite tranche de vie de 2-3 ans. Ouais, de 2-3 ans. Après, j'ai décidé de partir et de revenir à cet amour des médias. J'allais pas dire la musique quand même. Bon, visiblement, tu avais envie de tourner la page, hein, effectivement, après les 6 années. Voilà. Et donc je suis devenu directeur technique de l'Obs en 2017. Et puis au bout de 10 mois, on m'a proposé la direction technique du Monde. C'est bien sûr à quoi j'ai accepté. T'as réfléchi ou ça t'a pris 2 minutes? Alors oui, pour tout te dire, j'ai réfléchi parce qu'en fait c'était assez vertigineux. Maintenant que tu connais mon parcours, tu peux comprendre que en tant qu'autodidacte, c'était un peu... la marche était assez haute, je dois l'avouer. Je me sentais capable techniquement, mais là, en fait, déjà quand j'étais au Parisien, on voyait le Monde comme le Graal absolu des médias français, en termes techniques, en termes éditorial. Et cette marque est vraiment a du prestige. Et j'osais difficilement m'imaginer qu'un jour je pouvais être CTO du journal Le Monde. Et donc quand on m'a proposé ça, j'ai réfléchi parce que je me suis dit, et d'une, est-ce que j'en suis capable ? Et de deux, si on m'appelle, c'est que ils vont attendre de moi quelque chose de très concret. Donc faut pas que tu te loupes, quoi. Mais bon, comme je te disais tout à l'heure, on m'a donné cette opportunité, il était hors de question que je la gâche. Ok, oui, t'as réfléchi quand même, mais... Ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré 15 jours. Parce que 2 heures, c'était plié. Et c'était volontaire, c'était conscient, une volonté de ta part quand tu retournes à l'Obs, du coup, de chercher dans les médias? C'était vraiment, il y avait une recherche sectorisée sur ce secteur d'activité? Non, pas obligatoirement, mais en fait, ça s'est fait assez naturellement. À l'époque, j'avais un ancien collègue du Parisien qui était directeur numérique de l'Obs et qui m'a appelé, il m'a dit tiens, on recherche quelqu'un. C'était un moment où je pouvais partir de ma boîte et donc je dis bah ouais, écoute, Banco, feu, feu. c'est super intéressant. Ça m'avait vachement plu au Parisien, on y va quoi. Ok. Voilà. Et je vais rebondir quand on te propose le poste, et puis on restera sur Le Monde après. Quand on te propose le poste CTO Le Monde, tu m'as dit ils vont probablement attendre quelque chose de moi. Est-ce que c'était clair la roadmap qu'on te fixait, ou on te demandait de la fixer à ce moment-là, ou est-ce qu'on t'a demandé les chantiers que tu verrais ou que tu mènerais, ou est-ce que... Ouais, oui, c'était assez clair. En fait, ça faisait donc du coup 10 mois que j'étais à l'Obs et je suis arrivé à un moment de l'Obs qui était un peu compliqué. Le site il tenait plus trop la charge. L'équipe technique avait été un peu décimée pour différentes raisons, notamment des bonnes et des mauvaises, mais il y avait des leaders qui étaient partis. Du coup, derrière, ça avait été un peu compliqué de maintenir le truc. Le code commençait à être vraiment endetté. Et en fait, je suis arrivé, j'ai tout pété, j'ai tout refait en 6 mois, quoi. Et en fait, c'est ça qu'ils sont venus chercher, je pense. C'est la vélocité de livrer un nouveau site média. Peut-être ça leur a fait envie, je sais pas. Donc je savais qu'il y avait ça derrière leur tête. Néanmoins, j'ai très vite constaté qu'en fait on était en train de me donner des clés et que je pouvais conduire le camion comme je voulais. Bon, c'était d'autant plus vertigineux parce qu'on parlait pas d'un petit journal et pas d'une petite équipe. Je suis arrivé là, il y avait quand même une 30aine de personnes à piloter.
et forcément, 2-3 trucs à reconstruire. Donc voilà, c'est pour ça que je savais qu'il y avait quand même une forte attente. Tu savais qu'il y avait probablement une refonte du site. Ça, Oui. ça c'était à peu près clair. Oui, je le savais. Je le savais parce Ok. qu'il y avait eu une tentative précédente. Et en gros, c'était le moment, quoi. Il fallait le faire maintenant. Ok, et donc, bon, ça, du coup, on en a parlé, du coup, refonte du site vers un site dynamique, on te file les clés du camion. Enfin, tu le comprends, Ouais. que tu as plutôt carte blanche pour proposer des choses. Ça a été quoi les gros chantiers que tu as engagés, que tu as menés? Alors, on a commencé par la refonte du site. Ensuite, une fois que ça s'est été fait, puisque ça a été livré en 2019, un peu avant d'ailleurs, d'abord 2018, fin 2018, puis après on a fait un déploiement progressif jusqu'en 2019. Ensuite, je me suis beaucoup attaqué à la question du CMS. Central. Ouais. Enfin, c'est un sujet Ouais, non, important. bah ouais, forcément pour chaque média c'est hyper important, mais particulièrement pour le Monde. Alors il faut savoir que le CMS du Monde est développé par les équipes du Monde. Ils avaient décidé en 2014 de le développer nous-mêmes parce qu'on ne trouvait pas sur le marché un CMS qui permettait de pouvoir publier sur tous les canaux en même temps, aussi bien le print que le web, en tout cas de manière efficace. Il me semble que c'est le cas dans pas mal de rédactions, hein, que les CMS sont maintenant, bien sûr. plutôt développés maison, quoi. Alors oui, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui le font eux-mêmes, mais il y a une mouvance d'outils puissants, de CMS puissants maintenant, vraiment adaptés à des rédactions de journaux qui peuvent publier sur différents médiums, donc aussi bien le print que les canaux numériques. Et donc c'est pourquoi on a décidé de le faire nous-mêmes. Et en fait, ce qu'on a fait à l'époque, je dis on, j'étais pas là, mais c'est quand même ça, on a mis des journalistes avec des développeurs, on les a isolés, et ils ont fait le boulot en mode start-up, quoi. Sortez-nous un truc, quoi. Et est sorti à l'époque un CMS qui s'appelait le 8. C'est très original parce que celui d'avant s'appelait le 7. Et donc je suis arrivé à ce moment-là, le 8 existait, et il y avait plein de projets autour de ce CMS parce qu'en fait il avait vraiment un point de vue et une expérience utilisateur très spécifique et vachement bien faite, en fait, vachement bien pensée. Et il y avait un truc qu'on m'a dit quand je suis arrivé, c'est, tu sais, il y a plein d'autres rédactions qui nous en parlent de CMS et on a toujours eu dans la tête de le vendre. Mais pour l'instant, on l'a pas fait. Ok. Et en fait, j'ai pris ce défi aussi et je me suis dit, on va essayer de le faire. Mais sauf que c'est pas parce que tu crées un CMS pour un journal que tu as obligatoirement créé un software que tu es capable de vendre à d'autres journaux. Donc il a fallu beaucoup travailler pour rendre ce CMS beaucoup plus malléable, beaucoup plus administrable et beaucoup plus adapté à d'autres rédactions. Et voilà pourquoi en fait on a beaucoup travaillé sur ce sujet. On a d'abord déployé à l'Obs, ensuite on a déployé à Télérama, à Courrier International. Qui avaient chacun leur solution de CMS. Qui avaient chacun leur solution et qui posaient problème pour chacun. D'accord. Et donc voilà, on a déployé sur tous les titres du groupe jusqu'au œuf. Et puis, en déployant les titres du groupe, on a vraiment repensé le CMS en mode SaaS, ce qui était quand même un peu différent de ce qu'on avait fait jusqu'alors. Et ça nous a vachement aidé en fait, parce que c'est une réflexion hyper intéressante en matière de produits et même de technologie. Ça brise un peu les différentes barrières. Je t'avais dit pendant la préparation qu'on est un peu une start-up à l'intérieur d'un grand groupe. Ouais. Mais c'est un peu comme ça finalement, parce qu'on construit des produits pour différentes marques du groupe. Et tous ces produits doivent être administrables, adaptés, que chaque titre du groupe ne se sente pas non plus déshabillé de leur ambition fonctionnelle. Ça, c'est hyper important. Donc il faut que les ingénieurs puissent parler à toutes les parties prenantes. Et d'autant plus si tu as pour ambition de vendre tes logiciels à l'extérieur. Donc cette réflexion elle a été hyper importante pour nous et je pense qu'elle nous aide même aujourd'hui pour nos propres titres.
Et donc, nous avons signé nos premiers contrats très récemment. Le Temps, qui est un quotidien suisse, est sur notre CMS, que j'ai renommé en Sirius depuis. Sirius, pourquoi ? Parce que non, c'est pas l'étoile la plus brillante de la galaxie, mais c'est un clin d'œil au pseudonyme qu'utilisait le fondateur du journal Le Monde, Hubert Beuve-Méry, en période de guerre, parce qu'il était résistant. Il écrivait des articles critiques du gouvernement français, et en l'occurrence, il signait Sirius. Voilà. Ok. Hubert, si tu nous entends. Bon, il n'y aura pas de 10 ou de 11, du coup. Non, il n'y aura pas. On va trouver un autre nom. Et c'est intéressant comme projet, parce que derrière, au niveau orga, il y a des équipes commerciales, une équipe commerciale qui s'est montée pour vendre le site. Comment ça se passe commercialement, parce que Non, il n'y a pas d'équipe commerciale, parce qu'après on reste un journal avant tout. Donc notre ambition, c'est pas de faire du commerce sur nos softwares. C'est éventuellement d'amortir un petit peu, et surtout de partager cette philosophie autour du journalisme, autour de l'outil éditorial. On n'a pas vocation à en vendre des centaines, en fait. Ouais, donc en fait, le commercial, pour tout te dire, c'est plutôt moi. Je me déplace en rendez-vous. Mes années start-up aussi m'ont beaucoup aidé là-dessus. Et voilà. Après, les cycles de décision pour acheter un CMS, c'est pas la même chose qu'un petit outil. Ça prend longtemps. Faut être patient. Ok. Ah, donc tu as une casquette également commerciale. Ouais. J'arrive avec ma guitare, d'ailleurs, je chante des chansons. Et je vous présente Sirius. Voilà, c'est ça. D'autres chantiers qui t'ont tenu à cœur ? Est-ce que tu me parlais de data, mais tout ce qui est IA générative, est-ce que ça a des impacts sur votre métier, sur le métier de l'édition, Alors, ça au moins... Est-ce qu'il y a des use cases que vous envisagez ? Ça a au moins des impacts en termes de réflexion, parce qu'évidemment, on ne peut pas passer à côté de cette mouvance et de ces inquiétudes, notamment autour de la générative AI. Après, cela dit, c'est un sujet passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec les modèles génératifs. Moi, c'est un sujet que je suis depuis un petit moment, parce que j'avais déjà beaucoup focalisé sur GPT-3 à l'époque. J'en avais fait des sujets de conférences où vraiment je me disais que ça allait provoquer un truc très spécifique, et notamment que ça allait pouvoir lever beaucoup de questions sur comment ces modèles peuvent interagir avec le journaliste. Donc c'est des questions sensibles qu'on se pose beaucoup aujourd'hui. Je ne saurais pas te dire s'il y a des cas d'usage. Il y en a forcément. On y travaille aujourd'hui, mais on reste aussi beaucoup prudent, parce que qu'une machine génère du contenu, alors que notre mission première, c'est justement de générer du contenu, bon, où est-ce qu'on met la frontière ? Voilà, donc on est très prudent là-dessus, mais par contre, c'est un sujet dont j'ai des discussions quasiment chaque semaine avec le directoire ou avec des journalistes. Et d'ailleurs, pas que au Groupe Le Monde, j'en parle à beaucoup d'autres titres de presse français et internationaux. Après, d'autres sujets majeurs, il y a le consentement qui est hyper important pour n'importe qui maintenant. L'internationalisation aussi, on a décidé l'année dernière de sortir un site en anglais, donc d'avoir tous les contenus, enfin quasiment majeure partie des contenus du monde traduits en version anglaise, et proposer un abonnement à des anglophones. Ça, c'est passionnant, parce que pour le coup, là, on a un peu cassé nos frontières. Déjà qu'on était un journal qui était beaucoup lu à l'étranger et reconnu à l'étranger, mais surtout par des francophones. Il fallait savoir lire le français pour venir lire les articles du Monde. On était très utilisé par les expatriés, mais là, on s'est dit que si on voulait vraiment encore avoir de la croissance sur les abonnés numériques, c'était peut-être une bonne solution. C'est récent, ça, en fait, le journal Le Monde jusqu'au chantier internationalisation, il n'était pas... On écrivait en anglais, mais très rarement. Ouais.
De temps en temps, quelques correspondants pouvaient écrire des articles en anglais, mais c'était pas du tout de façon industrielle. Là, vraiment, l'objectif, c'était de pouvoir proposer nos articles en anglais, avec la même qualité que ce qu'on écrit en français. Et donc, bon, déjà, quand tu as dit ça, tu as un sacré challenge. Ouais. Et donc, enfin, on l'a fait. Et en l'occurrence, on l'a fait rapidement, puisque l'objectif, c'était de le faire et d'être prêt pour les élections présidentielles. Et on a commencé 5 mois avant. Voilà. Ah ouais, c'est rapide. Donc, et du coup, niveau traduction, vous êtes en semi-trad, vous êtes en... On a une phase de traduction avec de l'IA. Donc en gros, on fait passer nos contenus français dans une passoire qui va sélectionner, en fait, qui va plutôt écarter ceux qui ne sont pas compatibles à la traduction. Typiquement des articles avec une vidéo à l'intérieur, ce genre de choses. On les envoie en traduction via une IA. Ensuite, là, c'est terminé. La machine a terminé son boulot. Il y a tout un énorme workflow circuit copie de vérification et adaptation par des humains. C'est hyper important chez nous, évidemment. Rien ne peut sortir sans vérification humaine, sans même plus que vérification. Là, c'est carrément correction, adaptation. Donc, on a une équipe bilingue ici dans nos bureaux français qui sélectionne les articles à envoyer en révision. Les réviseurs sont des anglophones, mais également ils savent parler français pour pouvoir comparer les versions françaises et la version anglaise, adapter, parce qu'il y a vraiment tellement éventuellement de sens cachés, d'éléments très sensibles dans les phrases qu'il faut adapter en langue anglaise. Et c'est pourquoi en fait le résultat est hyper crédible. D'ailleurs, je crois qu'on a très très peu reçu de remarques sur la qualité des articles en anglais, mais tout simplement parce que c'est majoritairement des humains qui revoient tout derrière. Ouais. Là, aujourd'hui, peut-être qu'avec la Gen AI, on a d'autres voies d'exploration à mener pour améliorer peut-être la première phase de traduction. Et j'en suis même pas si sûr que ça. Ce qui est sûr, c'est que derrière, on arrive à avoir une bonne qualité anglaise parce qu'on a un workflow qui est optimisé et aussi par les humains. Et ce projet-là, c'est que sur le support numérique ou c'est imprimé aussi ? Non, c'est que numérique. C'est que numérique. Que numérique. Et ça a cartonné ? Ça marche bien. Ça marche bien. On est hyper content des résultats. Après, on est relativement modeste parce que on parle surtout du marché américain. Avec... c'est pas des concurrents, mais en tout cas, il y a une place qui est quand même bien prise par des acteurs médias américains très très puissants, le WASHPO, le New York Times, bien évidemment. Ouais, donc on ne peut pas prétendre à leur faire concurrence. En fait, notre objectif, c'est pas de leur faire concurrence. On est éventuellement un complément d'information avec une vue française. C'est notre cible d'ailleurs. Ouais. Nos clients cibles là-bas sont plutôt des gens qui ont éventuellement déjà un abonnement au New York Times, mais qui veulent avoir le point de vue de la France sur un sujet international ou sur de la politique française. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, oui, ça prend bien. On voit les chiffres décoller. Encore ce matin, c'était bien. On est content. Et du coup, c'est surtout quand par contre, il y a énormément de travail. Il y a beaucoup de mise en avant à faire, de communication, de promotion, améliorer encore l'expérience de lecture. Donc on est encore très loin de tout casser. Mais on a un vrai matériau à travailler en fait. Ok. Si on se place en 2025 ou 2026, enfin dans 3 ans quoi. Ouais. Tu t'auras fait quoi ? T'aimerais avoir fait quoi ? Lancer quoi comme sujet, chantier, réflexion et... Alors, j'aimerais avoir terminé un chantier que nous avons démarré il y a déjà 2 ans et demi, 3 ans presque, qui est la refonte totale des interfaces de gestion d'utilisateurs du groupe Le Monde. Donc aussi bien du Monde, mais des autres magazines. C'est long et c'est difficile. On pourrait croire que construire un tunnel d'abonnement, c'est simple, mais c'est absolument pas simple du tout. Donc, d'ici 2025, on aura terminé ce truc-là et on pourra passer aux phases suivantes. On sera probablement en phase maintenance,
Mais on sera peut-être sur une phase suivante. À mon avis, ce sera le moment de se reposer la question d'une nouvelle refonte. En même temps, 2020... Attends, les élections présidentielles, c'est quoi? C'est 2027, je crois. Ouais, ça devrait être ça. Donc, on se préparera déjà à ça. Ok. Tu vois, fin 2025, ouais, on sera déjà dessus. Ce qui est marrant avec mon boulot, c'est que tu as toujours des échéances d'informations majeures que tu dois traiter et pour lesquelles d'ailleurs tu dois adapter un dispositif particulier. Donc les élections, c'est magnifique pour ça. Tu as du boulot pendant 6 mois, 1 an avant et c'est hyper intéressant. Tu pourrais croire d'ailleurs qu'à chaque fois, tu vas réutiliser les mêmes trucs, mais tu n'utilises jamais les mêmes trucs. Chaque fois, il y a d'autres trucs à construire. Tu vois, je pensais pas que les élections présidentielles impactaient autant ta roadmap. Autant voilà, pour pouvoir bosser avec Eurosport ou des sites de paris sportifs, tu sais que tu es drivé par l'événement, quoi. Enfin, Ouais. Tu sais que l'événement, l'US Open, tu le recules pas, quoi. Donc, Ouais. donc faut que ça soit prêt. Mais ouais, pour vous aussi, en fait, ça amène des chantiers spécifiques, des deadlines spécifiques. Ah oui, oui, tout à fait. Même là, tu vois, on travaille sur la Coupe du Monde de rugby. Donc l'équipe web du Monde travaille à comment récupérer les résultats de la Coupe du Monde et les afficher correctement. On va travailler bien évidemment sur les JO. Les JO, ce sera un sacré travail. Ouais. On a déjà commencé, mais je pense que les gros travaux vont démarrer après la rentrée. Là. Il y a toujours des super échéances comme ça. Ouais. Ok. Bon, bah, pas mal de chantiers qui t'ont animé et qui vont t'animer. On arrive tout doucement du coup sur la fin des échanges, à moins que tu aies d'autres chantiers à nous partager. Ou on a pas mal balayé? Non, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Bah, du coup, j'arrive sur quelques questions un peu classiques et finales. Est-ce qu'il y a un proverbe, une phrase qui te suit? Oui, il y en a une. Si vous échouez, soyez honnête. Et si vous réussissez, restez modeste. Et ça t'incarne. Je sais pas si ça m'incarne, mais j'aimerais bien que ça m'incarne en tout cas. Je voudrais pas paraître trop prétentieux de temps en temps, même si, on peut le dire de temps en temps, ça pourrait m'arriver. Mais en tout cas, si quand j'échoue, j'essaie d'être très honnête, parce que les échecs. Alors c'est marrant parce que les échecs, ça a l'air de t'avoir. Enfin, tu l'as mentionné plutôt sur la carrière musicale. Dans la carrière pro, j'ai pas l'impression qu'il y ait. Bah si, évidemment qu'il y en a plein. Ouais. Ah oui, évidemment qu'il y en a plein. Après, évidemment, c'est les moments où tout le monde le sait, c'est les moments où tu apprends le plus, mais c'est pas les moments que je retiens le plus, moi. tu vois le verre plutôt à moitié plein. Ouais, peut-être, mais c'est surtout qu'en fait, moi, ça me permet d'assimiler les choses, puis après, je passe à autre chose. Ah bah c'est bien de pouvoir faire ça. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms? Alors, je dirais que je peux en avoir plusieurs. La dernière fois, j'entendais quelqu'un de mon équipe qui disait de moi, en fait, que les gens disaient de moi que j'étais dur mais juste. Ça me convient. J'espère ne pas être trop dur quand même. Mais alors, c'est pas un surnom, mais c'est la perception qu'ont de toi certains collègues qui t'ont fait part, quoi. Ouais. Donc je sais pas. Non, c'est pas un surnom, mais et d'ailleurs, je sais pas s'il me donne un surnom. C'est une bonne question. Peut-être le pizzaiolo, parce que j'adore les pizzas et que j'en fais beaucoup chez moi. Je me suis construit un four et donc du coup, à chaque fois, je dois inviter des gens chez moi, je dois faire des pizzas. Bon, c'est toi qui c'est toi qui es en train de te créer ton propre surnom là, du coup. Ouais, peut-être pas, parce que je parle quand même très souvent de pizza. Les gens savent que je suis un peu monomaniaque sur la pizza. Ok. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? Ouais, on pourrait dire le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, pas mal. J'aime bien cette vision parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent est-ce que tu continues la musique? Bah non.
Ah, tu joues pas vraiment encore en ce moment, tu joues un peu? Bah non, en fait, je joue plus, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Est-ce que ça te manque? Non, ça ne me manque pas. Mais en fait, je vais te dire pourquoi, parce que j'ai pas changé de métier pour moi. Toujours, toujours dans. Je Ouais, suis toujours chef d'orchestre en fait. Ok, ok, ok. Si t'avais pas eu d'idée, je t'aurais proposé un truc à base de cordes sensibles ou quelque chose comme ça. Ah bah tu Mais, vois, on est mais sur la chef même... d'orchestre, voilà. c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Est-ce que il y a des thématiques qu'on n'aurait pas abordées, une question que je t'aurais pas posée, que t'aimerais que je te pose? Ouais, il y en a une qu'on ne m'a jamais posée et qu'on pose très très rarement aux hommes en particulier. C'est comment fais-tu pour allier vie privée et vie professionnelle? Bon, eh ben, ça tombe bien. Du coup, faut que j'y Du réponde. coup, l'idée, c'est d'y répondre un Ok. peu. Ouais. Bah, parce que cette question pour moi, elle est importante à poser aux hommes parce qu'en fait, on l'a posée à des femmes pendant des années. Euh, et c'était d'ailleurs grossier de poser cette question aux femmes. Euh, D'ailleurs, maintenant, on n'oserait plus la poser à des femmes. En tout cas, je l'espère. Et ben, c'est pas pour autant qu'on pourrait pas la poser à des hommes aujourd'hui. Bah d'ailleurs, quand je t'ai demandé de te présenter, je crois que les premières choses que tu as évoquées, c'est je suis papa de 2 enfants, tout ça. Ouais. Donc, Et époux bah, on d'une magnifique reboucle épouse. un peu Ouais. sur justement Ben ouais, en fait, ce compromis à c'est trouver. c'est un sujet hyper important parce qu'en fait, ça fait, on vit la moitié de son temps, peut-être un petit peu plus au travail et surtout quand on a des postes à responsabilité comme le mien, on passe beaucoup de temps au travail et de temps en temps, on voit beaucoup moins sa famille. Et donc, c'est pas facile d'allier vie pro et vie privée. Et moi, je me suis donné quelques principes pour faire en sorte que, enfin, en tout cas, ma vie pro ne marche pas sur ma vie privée. Euh, le week-end, je coupe. Vraiment, j'essaie vraiment de m'occuper que de ma famille. Et c'est pas facile parce que de temps en temps, mon cerveau continue à fonctionner sur la vie pro. Je le sais. De temps en temps, on me pose une question et en fait, je l'ai pas entendue. Euh, mais justement, ça, je déteste ça. Et j'essaie vraiment de couper et de m'occuper vraiment de mes enfants, de mon épouse, et d'être complètement là, de m'occuper de mon foyer, de pouvoir faire un maximum de tâches que je ne peux pas obligatoirement faire dans la semaine. Euh, voilà. Après, le week-end et les vacances aussi, parce que les vacances, c'est hyper important d'être J'essaie de connecté. couper, tu disais, j'essaye. Euh, te- tu, tu dois travailler quelque chose sur toi pour le faire. Ouais, ouais. T'as Non, mais des je dois tips? avouer que oui. Ouais, ouais, je dois travailler sur moi parce que quand on est passionné par son travail, on y pense trop souvent. Et déjà, c'est pas sain, c'est pas bon pour la santé mentale. Et donc, je le vois de temps en temps. Je peux arriver à la maison le soir, je suis pas là, quoi. Je suis encore la tête dans le travail. C'est pas bon, c'est ni agréable pour moi, c'est ni agréable pour mes proches. C'est marrant, ça me parle cette situation. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en plus, ma femme est formidable pour ça. Elle saura me dire, là, tu m'as pas entendu. Il faut que tu te déconnectes. Et donc, voilà, bah, elle a raison. À des moments, je déconnecte. Donc oui, je fais un effort sur moi. Et je pense pas m'en tirer trop, trop mal. Franchement, j'ai fait des progrès, je dois encore en faire. Mais c'est primordial, en fait. C'est primordial. Il faut, quand on est en un poste à responsabilité, s'occuper de ses enfants, les éduquer. C'est pas parce qu'on est à un poste à responsabilité qu'on peut pas partir plus tôt pour aller les récupérer à l'école et faire tout ce que, en tant que père, on doit faire, en tant que parent, au global, on doit faire. Voilà. Et bah, j'imagine des fois quand même ça arrive qu'il y ait un incendie. Enfin, Un incendie. oui, en plus c'est pas la bonne période pour en parler. Non, non, mais un bug en prod sur le site, Ah oui. une grosse, un samedi noir, quoi, tu vois. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, mais après ça, je veux dire, ça arrive pas tout le temps. Et puis quand ça arrive, bah là, c'est mon boulot, je dois intervenir. C'est comme ça. On arrive à s'organiser pour faire en sorte que, bah là, je suis désolé, il y a vraiment, ça m'est arrivé samedi dernier, par exemple. Ok. Samedi dernier, samedi matin, je suis pas resté avec mes enfants et avec ma femme parce que il y avait un incident en prod et donc forcément un incident, pas un incendie du coup, et donc j'ai dû intervenir. Voilà, fort heureusement, ça arrive rarement, heureusement. Ok. Et donc c'est plutôt garder tout 100% de ton cerveau quand il n'y a pas d'incident Ouais. avec ta famille le week-end Ouais. et les vacances Et les vacances, et le soir, et le soir. et le matin. Il y a plein de moments. Ok. Et t'as des
moi, c'est une thématique qui m'intéresse parce que du coup, je sais que c'est pas facile. Tes tips pour justement quand le boulot prend le dessus, te reconnecter, sortir les problèmes de la tête. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je m'autorise des moments où je peux penser au travail quand je suis pas censé penser au travail, en l'occurrence le week-end. Comme je suis un peu un lève-tôt, moi, je dors pas très bien le matin. Le matin, quand je me lève, le week-end, que tout le monde dort dans la maison, je me dis, en fait, ta fenêtre de tir, si vraiment tu dois déconner et travailler, c'est peut-être ce moment-là. Et comme ça, après, t'arrêtes d'embêter tes enfants et ta femme toute la journée. Voilà. C'est éventuellement le truc que je peux faire. Voilà. Sinon, le reste, c'est pas très, très compliqué. Hein. C'est juste, en fait, être raisonnable. En fait, il n'y a pas... Il n'y a pas besoin de travailler le week-end, ni le soir, ni les jours fériés, ni les vacances. Eh ben, ça pourra faire une petite note conclusive. Ok. En tous les cas, merci d'avoir abordé cette thématique sur la fin, qui est pas souvent abordée effectivement, et de nous avoir partagé tous les chantiers une partie des chantiers qui ont été les tiens et de ton parcours. Et on se revoit quand alors 2026 2025 Ouais, si tu veux, on peut faire 2025. On le fait après chaque élection présidentielle, si tu veux. Alors 2028 Ouais, c'est bien les cycles présidentiels, ça nous laisse le temps d'avoir des trucs à dire. Voilà, par exemple. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Pierre. À très bientôt. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.